frère, je te le dis cash là, tout de suite, pendant que tu regardes cette vidéo, un huissier de justice est peut-être en train de frapper à la porte du PSG pour saisir le campus de Poissy. Le campus entier, les terrains, les bâtiments, tout. Et celui qui est derrière tout ça, c'est Kylian Mbappé. L'ancien prince de Paris veut récupérer 61 millions d'euros et il ne va rien lâcher. Pendant ce temps, à Lyon, un gamin brésilien de 18 ans plante 5 buts en 5 matchs et fait trembler toute la Ligue 1. Et à Madrid, un certain Arda Güler vient d'humilier tout le vestiaire du Real lors de tests physiques classifiés. Alors installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, on te décrypte tout, absolument tout, sur les nouvelles ères du football européen. Mais franchement, Alex, si tu devais résumer la situation actuelle du foot européen en un seul mot, ce serait quoi? Chaos. Mais un chaos organisé, tu vois? Parce que derrière chaque scandale, derrière chaque transfert, derrière chaque clash, il y a une logique de pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, commençons par le truc qui affole tout le monde en ce moment. Hendrik à Lyon. Franchement, moi quand j'ai vu le presse faire, j'ai dit ok, c'est un bon coup, mais je m'attendais pas du tout à ça. 5 buts en 5 matchs, c'est un ratio de tueur. Le gamin débarque, il fait pas de bruit et il plante. Et c'est pas juste les stats qui sont folles, c'est la manière. Tu te souviens de son but contre Laval en Coupe de France? 81e minute, le match est fermé, personne n'arrive à rien, et lui, il prend le ballon, il arme et il envoie un missile sous la barre. Pas un petit but au ras du poteau, non, un vrai missile. Et c'est ça qui envoie Lyon en quart de finale. Ce gamin-là, il a le don de débloquer les situations par le pur talent individuel. C'est rare, très rare. Et tu sais ce qui me fascine le plus chez lui, c'est sa maturité. Parce que tu pourrais te dire, un jeune Brésilien qui débarque en Europe, qui plante à chaque match, il va forcément prendre la grosse tête. Mais non, le mec, il parle de Benzema avec une humilité folle. Il se place dans les pas de la légende lyonnaise, il dit clairement que son objectif, c'est de suivre le chemin de Karim. Et c'est pas juste du discours médiatique, tu le vois sur le terrain. Il bosse, il se replace, il accepte de jouer là où Fonseca le met. D'ailleurs, parlons de Fonseca justement, parce que l'arrivée d'Hendrik lui a créé un casse-tête absolument monstrueux. Et c'est un bon casse-tête, attention, mais c'est un casse-tête quand même, parce que regarde la richesse offensive qu'il a maintenant à disposition. Hendrik, c'est la pièce maîtresse, il a une liberté totale sur le terrain. Fonseca lui a donné les clés et ça paye. Il joue sur le flanc droit officiellement, mais en réalité, il se réaxe en permanence. Il utilise sa puissance pour rentrer à l'intérieur et frapper. C'est un schéma qu'on voit de plus en plus dans le foot moderne. Mais à côté de lui, t'as Pavel Součík qui fait un boulot monstre dans l'ombre. C'est le mec que les stats ne voient pas, mais sans lui, rien ne tourne. Le repli défensif, la construction, les courses sans ballon, c'est lui qui fait le sale boulot pour qu'Hendrik puisse briller. Et ça, les vrais connaisseurs le savent. Et le problème, c'est que Fofana revient de blessure. Et Fofana, c'est pas n'importe qui, mais il revient dans une équipe qui enchaîne les victoires, qui a trouvé un rythme de croisière. Et là, il doit batailler pour une place. Ajoute Moren Jaera, qui est la révélation surprise de la saison et qui a gagné ses galons de titulaire, et tu te retrouves avec une concurrence sur les ailes qui est absolument féroce. C'est le genre de situation que tous les entraîneurs rêvent d'avoir, mais qui peut aussi te péter à la figure si tu la gères pas bien. Fonseca, pour l'instant, il gère. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que Lyon peut garder Hendrik? Et la réponse est brutale, non. Le Real Madrid a été catégorique là-dessus. Aucun prolongement de prêt n'est prévu, zéro discussion. Madrid veut récupérer son joueur et l'intégrer dans la rotation galactique de la saison prochaine. Pour eux, le prêt à Lyon, c'était un test. Est-ce que Hendrik peut dominer physiquement un championnat européen réputé pour son intensité? La réponse est oui. 5 buts en 5 matchs, le test est validé. Et là, tu sais qui observe tout ça avec des yeux de requin? C'est le PSG. Parce que le profil d'Hendrik, c'est exactement ce que cherche Luis Enrique. Un joueur jeune, explosif, polyvalent, un profil de star compatible avec la nouvelle philosophie parisienne. Et de toute façon, le LO n'aura pas les reins assez solides financièrement pour s'aligner sur un transfert définitif. Si un jour le Real décide de vendre, et c'est un grand si, c'est Paris qui sera en première ligne. Ce qui nous amène directement au sujet le plus brûlant de moment, le conflit Mbappé contre PSG. Et là, frère, on n'est plus dans du football, on est dans du judiciaire pur et dur. On est dans de la guerre de tranchées avec des huissiers de justice, des menaces de saisie et des accusations de chantage. C'est devenu une affaire d'état sportive. Bon, pose les chiffres. Mbappé réclame entre 55 et 61 millions d'euros. Ce sont des primes et des congés payés que le PSG ne lui a jamais versés. Et ce vendredi, un huissier de justice a été mandaté. Le PSG a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, une menace de saisie des biens sous 8 jours. 8 jours! Et quand on parle de biens, on parle potentiellement du campus de Poissy, le joyau du club, l'endroit où s'entraînent les joueurs tous les jours. Et quand tu creuses un peu, tu réalises à quel point cette relation s'est dégradée. Parce qu'au début, en 2017, c'était l'idylle totale. On a cette anecdote incroyable où le jeune Mbappé appelle Thiago Silva et lui dit texto « Si Neymar vient, je veux venir aussi ».
Parle-en au président. C'était l'époque de l'ambition, de l'excitation, du rêve parisien. Et aujourd'hui, c'est un mandat d'huissier et des menaces de saisie. Comment on passe de l'un à l'autre ? On passe de l'un à l'autre parce que le clan Mbappé décrit comme du chantage pur et simple. Selon eux, le club aurait utilisé Ethan, le petit frère de Kylian, comme levier de pression pour forcer une prolongation de contrat. Utiliser le petit frère d'un joueur pour lui mettre la pression, si c'est avéré, c'est gravissime. C'est le genre de pratique qui transforme un club de cœur en ennemi juré. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est passé d'une relation fusionnelle à ce que j'appelle une rupture amoureuse toxique. Et comme dans toute rupture toxique, chaque centime devient une munition. Mbappé ne lâchera aucun euro, pas par appât du gain, mais par principe. Il considère que le PSG lui doit cet argent et il ira jusqu'au bout. Ce qui est fascinant, c'est que ce conflit, aussi destructeur qu'il soit pour l'image du club, a en fait accéléré quelque chose de positif pour le PSG. Ça a forcé la direction à se réinventer complètement. Et c'est là qu'on entre dans le troisième volet de notre analyse, la révolution structurelle de Paris. Parce que depuis 2022, le PSG a entamé un virage stratégique qui est absolument radical. L'objectif, c'est de passer de la culture de la star à la discipline collective, redevenir un club de foot cohérent. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La masse salariale a été sabrée de 55%. 55%, c'est colossal. Ils ont instauré un salary cap strict avec une hiérarchie financière qui est complètement nouvelle. Et quand tu regardes les salaires, tu comprends la philosophie. Safonov, le gardien, a 90 000 euros. Willian Pacho, le pilier défensif, 280 000 euros. Joao Neves, 400 000 euros. Et au sommet de la pyramide, tu n'as plus qu'un seul joueur qui touche le gros salaire de star, c'est Ousmane Dembélé à 1,5 million. On est loin, très loin des époques Neymar, Mbappé, Messi, où tu avais 3 joueurs qui aspiraient l'intégralité du budget. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la promotion de l'académie. 8 joueurs formés au club intégrés au groupe professionnel cette saison. 8, c'est un record. Et le symbole absolu de cette révolution, c'est Warren Zaïre-Emery. Le gamin est capitaine à 19 ans. Capitaine du PSG à 19 ans. Ça, il y a 3 ans, c'était impensable. Et il y a un sujet qui a fait beaucoup de bruit, c'est le choix du gardien. Pourquoi Safonov et pas Lucas Chevalier ? Parce que Chevalier, tout le monde en France l'adore. C'est un excellent gardien. Mais pour Luis Enrique, c'est une question purement tactique. Chevalier est jugé trop statique, trop effrayé à l'idée de quitter sa ligne. Et dans le système de Luis Enrique, le gardien doit être un libérateur pour sa défense. Exactement. Safonov, ce que Luis Enrique voit en lui, c'est 3 choses précises. Premièrement, sa lecture du jeu et son anticipation des ballons dans le dos de la défense. Deuxièmement, ses sorties proactives en tant que dernier défenseur. Et troisièmement, sa capacité à gérer la profondeur entre Marquinhos et Pacho. C'est un schéma qu'on voit de plus en plus dans le foot moderne. Bon, on traverse les Pyrénées et on file à Madrid, parce que là-bas aussi, il se passe des choses fascinantes. Et le personnage central, c'est pas un joueur, c'est Antonio Pintus, le préparateur physique. Cet homme-là, Florentino Pérez le considère comme le secret absolu pour gagner la Ligue des Champions. Et Pérez n'a pas tort, parce que le début de saison du Real a été catastrophique en termes de blessures. Bellingham, Rodrigo, des absences longues qui ont plombé l'équipe. Et la réponse de Pintus, ça a été de lancer ce qu'il appelle le mode guerre. Une préparation athlétique intensive, brutale même, avec l'objectif d'assurer une domination physique totale en fin de saison, au moment où les matchs comptent le plus. Et là, il y a une anecdote incroyable qui a fuité du vestiaire. Les fameux tests de masque d'oxygène. C'est le test le plus redouté par les joueurs, parce qu'il mesure ta capacité physique de manière scientifique et il n'y a aucun endroit où se cacher. Et devine qui est sorti numéro 1 absolu. Arda Güler. Le gamin turc a détrôné tous les cadres historiques du vestiaire. Devant Federico Valverde, qui est pourtant une machine d'endurance, devant Fran Garcia, qui a une capacité de répétition des efforts exceptionnelle, et même devant David Alaba, qui, malgré un avenir incertain au club, maintient un niveau athlétique d'élite. Güler premier. Personne ne s'attendait. Et ça valide quelque chose de plus large. C'est la vision d'Arbeleo. Parce qu'avec la nouvelle ère post-Ancelotti, Arbeleo impose un principe simple mais radical. Chaque joueur doit évoluer à son poste naturel. Fini les dépannages. Tchouaméni au milieu, pas en défense centrale. Camavinga au milieu, pas en latéral gauche. On revient aux fondamentaux et on redonne une structure stable à l'équipe. Et pour Vinicius Junior, la gestion est chirurgicale. Le Brésilien est suspendu en Liga et plutôt que de voir ça comme un problème, Pintus a transformé ça en opportunité. Il lui a conçu un plan de remise en forme personnalisé pour qu'il atteigne un pic de forme optimal pile pour les échéances européennes. C'est de la planification militaire à ce niveau-là. Et pendant que Madrid forge ses athlètes en mode commando, de l'autre côté de la ville, enfin façon de parler, à Barcelone, Hans Flick vit une période complètement paradoxale. Le Barça domine, 17 matchs, une seule défaite contre la Real Sociedad depuis le revers contre Chelsea, en novembre. Sur le papier, c'est impressionnant, mais quand tu regardes de plus près, il y a un problème énorme.
L'efficacité devant le but. Le Barça crée des occasions à la pelle. Il domine territorialement presque tous ses adversaires, mais il ne concrétise pas. Flick a tiré la sonnette d'alarme après les derniers matchs. 10 grandes occasions manquées contre Elche, 6 contre Albacete. Quand tu rates 16 grosses occasions en 2 matchs, en Ligue des Champions, ça se paye cash. C'est devenu le chantier prioritaire du staff technique. Et à côté de ça, il y a des anecdotes de vestiaire absolument savoureuses qui sont sorties récemment grâce à Rafinha. Lamine Yamal, par exemple, le prodige, il est en train de mûrir. Il est devenu plus discret sur les réseaux sociaux, plus focalisé sur son leadership sur le terrain. Mais selon ses coéquipiers, le matin, c'est une autre histoire. Le gamin est somnolent, il galère à émerger. C'est un adolescent quoi, il a 17 ans, faut pas oublier. Et Gavi, parlons de Gavi. Le mec est devenu la source de plaisanterie numéro 1 dans le vestiaire à cause de son étourderie légendaire. Il oublie tout. Son passeport dans le bus, ses écouteurs dans le vestiaire, ses affaires un peu partout. C'est le genre d'anecdote qui montre que derrière les performances et les millions, ce sont des gamins, des humains avec leurs petits défauts. Et il y a ce débat qui enflamme les réseaux sociaux et qui est volontairement polémique. La génération 2007. Qui est le meilleur, Esteban ou Lamine Yamal? Esteban a marqué les esprits lors de Barça-Chelsea. Il a montré des choses incroyables. Mais Yamal conserve une avance stratégique énorme parce qu'il est déjà intégré dans le projet de Flick. Il a déjà un rôle défini, une place dans le 11. C'est pas juste une question de talent pur, c'est une question de contexte et de maturité dans un projet collectif. Et pour finir sur le Barça, le renouveau passe aussi par les infrastructures. Le Camp Nou va augmenter sa jauge de 45 000 à 60 000 spectateurs dès février. Et ça, c'est pas juste du confort pour les supporters, c'est un levier économique indispensable. Plus de places, plus de billets vendus, plus de revenus les jours de match. Pour un club qui a traversé des turbulences financières majeures, chaque siège supplémentaire compte. Bon, Alex, si on prend du recul sur tout ce qu'on vient de dire, il y a un fil rouge qui relie toutes ces histoires. Que ce soit le PSG qui sabre sa masse salariale et mise sur la jeunesse, le Real qui forge des athlètes en mode guerre pour dominer physiquement, le Barça qui doit apprendre à concrétiser malgré son talent brut, ou Lyon qui profite d'un prodige brésilien en prêt pour se relancer, on assiste à une transformation profonde du football européen. Le foot d'aujourd'hui, c'est plus juste acheter la plus grosse star et espérer que ça marche. C'est de la planification, de la structure, de la rigueur financière. Le PSG l'a compris, peut-être un peu tard, mais il l'a compris. Madrid l'a toujours su, mais le met en application d'une manière encore plus extrême sous Pintus et Arbeloa. Et le Barça essaie de trouver l'équilibre entre son ADN offensif et le réalisme que le haut niveau impose. Et au milieu de tout ça, t'as des individualités qui émergent et qui vont façonner la prochaine décennie. Endrick, Yamal, Güler, Zahir Emery, ces noms-là, retiens-les bien parce que dans 5 ans, ce seront eux les têtes d'affiche du football mondial. Et le cas Mbappé, c'est le symbole de la fin d'une époque. La fin de l'ère où un seul joueur pouvait prendre un club en otage financièrement et médiatiquement. Le PSG a payé le prix fort pour cette leçon, mais si la révolution actuelle aboutit, ce sera peut-être le meilleur investissement qu'ils auront jamais fait. Perdre Mbappé pour se retrouver eux-mêmes. Écoute, si cette analyse t'a plu, tu sais quoi faire. Like, abonne-toi, partage à ton pote qui pense encore que le foot c'est juste 22 mecs qui courent après un ballon. Parce que derrière chaque match, il y a de la stratégie, de la politique, du business et des histoires humaines fascinantes. Et on se retrouve très vite pour la suite, parce que crois-moi, la saison est loin d'être finie et les prochaines semaines vont être absolument folles. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde!